Donc, bonsoir à tous. Je suis Laure Nastasie, maman de 3 enfants SIS. Et donc, ce soir, nous avons Nadège, notre psychologue in-house, qui nous aide avec notre initiative Bien-être, qui a été créée par Dominique, qui est là aussi ce soir, Dominique Piolle du conseil d'administration. Et donc, Nadège, qui est donc psychologue, professeur, maman euh, et auteur, va nous parler ce soir des compétences psychosociales, qui est un sujet, je pense, très important de nos jours où les jeunes sont très coincés dans les écrans et où le développement des compétences psychosociales. Ah, est-ce que j'ai mon volume qui est trop bas? Je le réaugmente. Hop, voilà, merci pour l'info. Donc, euh, donc voilà, c'est un sujet très important et donc je te laisse Nadège lancer ça. Merci. Merci, un grand merci Laure. Merci d'être bienvenue ce soir pour ce webinaire. Alors effectivement, nous allons parler d'un sujet extrêmement important ce soir puisque vous allez voir à quel point les compétences psychosociales peuvent avoir de l'importance. Laure a eu la gentillesse de m'introduire et donc de rappeler qu'effectivement, je suis psychologue, psychothérapeute, enseignante à l'université de Tours et j'interviens, j'ai cofondé un organisme de formation qui s'appelle APCOM, à apprendre à communiquer. Alors, l'objectif ce soir, c'est donc de vous parler des CPS, ou compétences psychosociales. Je vais vous les définir, évidemment. Je vais essayer de vous permettre peut-être d'y voir un petit peu plus clair dans le type de compétences qui sont abordées. J'aimerais après, rapidement, en deuxième partie, vous parler de ce développement des compétences psychosociales, la façon dont elles vont se mettre en place, eh bien, d'abord chez les enfants, puis les adolescents, et puis comment nous, adultes, bien sûr, nous continuons à les nourrir. Ma troisième partie sera plutôt sur des exemples concrets et évidemment aussi des outils concrets pour pouvoir eh bien, favoriser le développement de ces fameuses compétences chez nos enfants et nos adolescents. Et puis, je terminerai le webinaire par un petit mémo d'outils. Alors, cette conférence webinaire est enregistrée. Je donnerai aussi à terme accès à un Padlet pour donner d'autres outils. Mais l'objectif déjà est que vous puissiez repartir de cette conférence avec des outils concrets pour développer ces compétences. Bien, alors je vais commencer par donc les compétences psychosociales. Aujourd'hui, on a pour habitude, par convention, trois types de compétences psychosociales sont considérées avec pour chacune d'entre elles différents éléments et c'est en tout 21 compétences qui sont concernées. Nous allons voir qu'il y a des compétences émotionnelles, celles, donc, vous l'aurez compris, qui concernent les émotions, mais aussi le stress. Il y a également des compétences cognitives. Donc, ces compétences cognitives, donc cognition, c'est la question de la pensée. On est plutôt dans le mental. Et puis, il y a également les compétences sociales qui, elles, vont concerner plutôt nos relations, plutôt nos capacités à vivre ensemble. Ces trois grands domaines sont bien sûr interconnectés. Et pour réussir, par exemple, un conflit, pour résoudre un conflit qui peut être un conflit entre deux personnes, eh bien, il faudra savoir réguler ses émotions, mais être aussi capable de trouver des solutions créatrices et développer des relations constructives. Donc, vous l'entendez, même si on a, pour des raisons de facilité, différencié ces trois grands champs, ce sont vraiment des compétences qui sont en lien les unes avec les autres. Alors, je vais vous proposer maintenant de regarder une rapide vidéo qui va vous expliquer ces compétences psychosociales.
Retour en 1993 lorsque l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, définit le concept de compétences psychosociales. Mais alors, c'est quoi ces CPS? Eh bien, c'est la capacité d'un individu à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie. Ces aptitudes ou habiletés peuvent contribuer à favoriser le bien-être mental, physique et social et à prévenir les comportements défavorables à la santé. En 2022, Santé publique France affine le périmètre et la définition des compétences psychosociales et propose de distinguer 9 compétences générales réparties en 3 catégories. Les compétences cognitives, avoir conscience de soi, être capable d'une maîtrise de soi, prendre des décisions constructives. Les compétences émotionnelles, avoir conscience de ses émotions, réguler ses émotions et gérer son stress au quotidien. Et les compétences sociales, communiquer de façon constructive, développer des relations constructives et résoudre des difficultés. Chaque jour, sans le savoir, nous mobilisons ces compétences. Leur développement peut se faire à différents stades de la vie, à l'école, à la maison, dans des programmes communautaires ou même en milieu professionnel. Et comme ces CPS se complètent et s'équilibrent les unes les autres, il est primordial de travailler à les développer parallèlement. Bien sûr, nous ne partons pas tous avec le même bagage, mais nous avons la possibilité d'améliorer nos compétences car c'est en s'exerçant qu'elles se renforcent. Et les bénéfices sont nombreux. Une meilleure adaptation sociale, une réduction du stress, une amélioration des relations interpersonnelles, une résolution de conflits plus efficace et une plus grande résilience face aux défis de la vie. Dans de nombreux contextes, les compétences psychosociales sont de plus en plus reconnues comme une partie intégrante de l'apprentissage global, car elles préparent les individus à mieux faire face aux complexités et aux exigences de la vie quotidienne. Alors, vous l'aurez compris, les compétences psychosociales ne sont pas des connaissances en soi, ce sont plutôt des habiletés, des capacités que nous allons développer tout au long de notre vie. Et ça, c'est vraiment un élément important. Et quand je parle de capacité et d'habileté, ça veut dire que eh bien, cela va être changeant, mouvant et donc va évoluer. Pourquoi les développer? Parce que l'on sait aujourd'hui quels sont des facteurs individuels importants de santé, de bien-être et de réussite. Nous sommes capables aujourd'hui d'évaluer ces fameuses compétences psychosociales et de voir l'impact qu'elles peuvent avoir dans le fonctionnement d'un individu, dans sa réussite professionnelle, scolaire, et vous l'entendez puisqu'il s'agit de capacité à réguler ses émotions, capacité à prendre des décisions, compétences dans la gestion de conflits, sont vraiment des habiletés que l'on retrouve effectivement eh bien, dans différents domaines de notre vie. Nous savons aujourd'hui, quand on évalue ces compétences psychosociales, qu'elles vont permettre aux enfants également de gagner en autonomie, d'être plus résilients et d'avoir une capacité de régulation de leur comportement, de coopération dans un groupe qui est beaucoup plus important. Donc, ces compétences, aujourd'hui, bien, vous entendez peut-être assez régulièrement parler de ces fameuses CPS, mais c'est parce que les programmes depuis les années 90 ont vraiment montré qu'en développant les compétences psychosociales des enfants et des adolescents, nous allions vers des phénomènes de prévention et des phénomènes également d'une meilleure intégration de l'individu dans le groupe. Alors, comme le disait par contre eh bien, la vidéo, et nous avons par contre un bagage de départ qui peut être très différent en ce qui concerne les compétences psychosociales. Pour une raison assez simple, c'est que, et je pense que vous avez commencé peut-être à le percevoir, c'est qu'il y a un développement des compétences psychosociales. Ça veut bien dire que ces compétences vont être le fruit d'un apprentissage, le fruit d'une imitation, on le verra, et certains enfants
vont naître avec un tempérament de base qui va leur permettre bien de peut-être développer plus rapidement ces compétences. Je prends par exemple l'aspect de la concentration. Un enfant qui va être plus concentré, qui va être plus dans l'observation, va être un enfant qui va être également beaucoup plus dans l'imitation. Donc, c'est un enfant qui va bénéficier plus rapidement, peut-être, de la capacité à se calquer sur l'exemple de l'adulte. Un enfant ayant une bonne concentration, entouré d'adultes qui ont de bonnes compétences psychosociales, eh bien, pourra sans doute en acquérir davantage et plus rapidement. Si vous prenez dans le tempérament, l'adaptabilité, la possibilité de s'adapter face au changement, eh bien, ce tempérament, hein, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que c'est une compétence qui n'est pas présente. Hein, le tempérament, c'est un plus ou moins. Vous voyez, c'est le fait d'avoir d'emblée, d'être plutôt d'un côté de la concentration plutôt que du côté de la distraction. C'est vraiment comme ça qu'il s'agit de le voir. Eh bien, un enfant qui est plutôt adaptable est un enfant qui va là aussi être peut-être favorisé pour les compétences psychosociales. On pense notamment, mais je reviendrai dessus, à sa flexibilité, notamment ce qu'on appelle la flexibilité mentale, et c'est bien sûr un avantage. Je reprends un dernier exemple, mais pour illustrer, l'optimisme face aux difficultés, le fait d'être un enfant dans son humeur plutôt optimiste versus plutôt pessimiste, eh bien, c'est également un, un avantage, hein, mais ça ne veut pas dire que automatiquement tous les enfants optimistes vont développer toutes leurs compétences psychosociales et l'inverse est vrai aussi. Mais c'est un facteur de réussite qui est plus important. Alors attention, je parle de tempérament et pas de personnalité, et ça c'est volontaire de ma part. Dans le tempérament, il y a vraiment cette notion de plus ou moins, mais aussi cette notion très importante d'acquisition, de développement et de changement. Quand on parle d'une personnalité, en tout cas en psychologie, c'est jamais avant 25-30 ans, de toute façon. Et c'est vrai que on a tendance à voir la personnalité comme quelque chose d'un peu plus établi, un petit peu plus structuré que le tempérament. Alors, avoir une personnalité ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer non plus. Mais c'est vrai qu'il y a des fondations qui sont un petit peu plus présentes et que ça peut prendre un petit peu plus de temps. Là, quand on parle d'enfants et d'adolescents, c'est très important de garder en tête que nous parlons exclusivement de tempérament. Ce tempérament, il peut parfois être un avantage et puis parfois être un désavantage, mais nous allons voir, c'est le contexte qui va faire aussi la différence. Et donc, même s'il y a peut-être ce qu'on pourrait appeler une base d'origine, cette base va évoluer de toute façon et va évoluer énormément avec les expériences que l'enfant va vivre. Et ça, c'est vraiment l'autre critère extrêmement important dans le développement des compétences psychosociales, c'est bien sûr notre vécu. Ce vécu, eh bien, il va parfois mettre nos compétences psychosociales à rude épreuve. Il va parfois, malheureusement, nous mettre dans des environnements où ces fameuses compétences psychosociales ne sont peut-être pas bien utilisées ou suffisamment développées. Et ce vécu va avoir une importance vraiment cruciale. L'intérêt, c'est que les compétences psychosociales vont aider quand même un petit peu à faire un contrepoids par rapport à ces expériences, notamment bien si ce sont des expériences négatives. Il faut bien entendre que dans les compétences psychosociales, il y a cette capacité peut-être un petit peu de faire bouger le pivot, c'est-à-dire de réussir à avoir eh bien, des outils qui vont nous aider à peut-être un petit peu faire évoluer notre tempérament.
Je vous prends un exemple, plusieurs exemples. Si vous êtes un enfant est plutôt émotif, hein, qui est plutôt très réactif aux émotions, le fait que l'on vous donne depuis tout petit des outils pour comprendre vos émotions, pour accompagner vos émotions et donc à terme pour les réguler, eh bien, ça va être évidemment une force et c'est ce qui va vous permettre eh bien, de contrebalancer peut-être une certaine fragilité de base. Pareil, si vous êtes un enfant peut-être à tendance plutôt pessimiste, avoir des outils comme eh bien, finir, raconter le soir à la maison un ou deux éléments positifs que l'on a connus que l'on a connus dans la journée ou faire eh bien, ce que nous on faisait avec mes enfants quand ils étaient petits, on faisait souvent des apéros top et flop. Donc on racontait un flop de notre semaine et un ou deux tops de notre semaine. L'idée étant eh bien, de peut-être venir un petit peu contrebalancer cet effet négatif. Donc ça, c'est vraiment un des éléments importants de bien comprendre que ces compétences, qui sont des habiletés, vont venir eh bien, contrebalancer et permettre d'alléger les expériences négatives et aussi, à l'inverse, d'essayer de multiplier les expériences positives. Et ça, c'est vraiment l'élément qui est intéressant, c'est que dans ces compétences, il n'y a pas que seulement le fait de faire face à la difficulté et développer de la résilience, il y a aussi dans ces compétences psychosociales eh bien, le fait de prendre conscience également des éléments positifs de notre vie, des moments de joie, des instants où on est apaisé, etc., etc. Donc, c'est vraiment l'intérêt de ces compétences. Alors, comment va-t-on développer ces compétences psychosociales? Je vous l'ai dit, hein, c'est développemental. Donc, il va falloir que, au fur et à mesure, ces compétences se mettent en place. Elles vont se mettre en place du berceau eh bien, jusqu'au cercueil, hein, il faut le dire. Elles vont évoluer. Nous-mêmes, adultes, hein, nous continuons à développer nos compétences psychosociales. Alors, elles vont arriver déjà par les expériences, hein, je pense que vous l'avez compris, toutes les expériences que va vivre l'enfant, sociales, scolaires, toutes les situations qui vont lui permettre de gérer ses émotions, de prendre des décisions, d'interagir avec les autres, vont lui permettre de développer ses compétences. Et c'est pour ça qu'il est important de proposer à nos enfants des expériences variées, des expériences où il pourra se confronter à des défis, où il pourra faire des erreurs, et ça c'est vraiment quelque chose de très important, et où il pourra aussi se confronter au groupe. Alors je sais qu'à SIS, vous y êtes particulièrement sensible, mais c'est vrai que toutes ces expériences sociales, toutes ces expériences, par exemple, d'échanges scolaires, de découverte d'une autre culture, etc., etc., les soirées pyjama, tout ça, ce sont des éléments très importants. Donc, les expériences sont vraiment à la base du développement de ces compétences psychosociales, mais nous allons voir dans le webinaire que pour bien vivre ces expériences, nos enfants ont besoin de ces compétences psychosociales. Et donc là, on a un effet un peu œuf et poule hein, dans ces fameuses CPS, où il va falloir eh bien, parfois trouver un équilibre entre est-ce que mon enfant a suffisamment de compétences déjà à ce jour pour faire face à l'expérience, ou est-ce qu'il faut peut-être eh bien, que pour l'instant, je lui propose des expériences atteignables parce qu'il lui manque peut-être certaines compétences psychosociales, mais nous reviendrons dessus. Les interactions vont être évidemment aussi au cœur du développement de ces compétences psychosociales, particulièrement les interactions sociales.
évidemment pour les compétences sociales, mais les émotions, les capacités d'écoute, la compréhension des règles sociales, et là on est plutôt dans des CPS cognitives, vont être aussi importants. Alors on le verra, des outils comme le conseil de famille, comme négocier une règle, comme, eh bien, comme je vous le disais, dire les tops et les flops de la journée. Toutes ces interactions sont une façon de développer les compétences psychosociales. L'observation est un élément important. Il faut savoir quand même que les enfants, notamment les jeunes enfants, apprennent énormément, énormément, je dirais même principalement par l'observation et l'imitation. Donc les enfants apprennent énormément en observant les adultes, notamment leurs parents. Évidemment, ils imitent leur comportement, leurs réactions émotionnelles, leur propre stratégie de résolution des conflits. Donc, les parents sont, malgré eux, souvent scrutés, observés, leur propre gestion du stress, leur propre choix de communication, la façon dont ils vont faire face aux défis, eh bien, va évidemment aussi influencer les enfants. Alors, l'idée n'est pas de se culpabiliser, mais de comprendre quand même, de prendre conscience de nos propres actions, de nos propres comportements, et donc aussi de peut-être faire notre propre bilan de nos compétences psychosociales. Alors on a tous des champs à travailler, on a tous évidemment des cadres d'amélioration, mais c'est intéressant d'en prendre conscience et peut-être de prendre conscience aussi des champs dans lesquels nous sommes moins à l'aise, parce que ça peut nous permettre d'aller faire des exercices tous ensemble et en famille. Et puis enfin, il y a un autre champ de développement, le dernier, qui est celui de l'imitation. Alors, comme je vous le disais, qui est un mécanisme d'apprentissage clé chez les enfants. Les parents peuvent évidemment encourager l'imitation positive et puis bien entendre que dans toutes les interactions sociales de la famille, je pense par exemple aux jeux en famille, aux jeux de rôle éventuellement, à la médiation, la façon dont les parents vont eux-mêmes gérer les conflits à l'intérieur de la famille, ben, tout ça va évidemment influencer les enfants. Il peut arriver pour certains enfants, que je vous l'ai dit en introduction, que l'observation et l'imitation soient plus compliquées. Je pense notamment à des enfants avec un trouble de l'attention ou des enfants très impulsifs qui auront peut-être plus de mal à décoder, par exemple, les signaux sociaux, à pouvoir s'accorder plus facilement. Et donc, mais on le verra au cours de ce webinaire, parfois, il va vraiment falloir développer la capacité d'auto-observation, d'auto-évaluation de nos enfants et de leur permettre aussi de travailler de plus en plus sur une anticipation des conséquences. Alors, on verra, c'est pas toujours simple, mais cela fait partie aussi de cet apprentissage des compétences psychosociales. Des éléments peuvent favoriser et ralentir le développement des compétences psychosociales. Vous êtes un petit peu habitués maintenant au cours de mes webinaires de m'entendre parler du développement du cerveau humain. Juste comme vous le voyez à l'écran, mais pour vous le rappeler, il va quand même falloir beaucoup d'années pour que le cerveau humain soit totalement mature, c'est-à-dire qu'il soit complètement connecté, qu'il puisse avoir je vais dire, un mode de fonctionnement optimal. On sait aujourd'hui que le cerveau humain est réellement mature à 25-27 ans, donc c'est quand même très long. Et d'un côté, tant mieux.
Et il va bien falloir prendre en compte que dans la capacité de gérer ces compétences psychosociales, nous faisons vraiment appel à nos capacités supérieures, hein, ce qu'on appelle notre cortex supérieur, et notamment eh bien, ce que l'on appelle nos compétences exécutives supérieures. Ça, ce sont nos capacités cognitives, nos capacités mentales, qui sont très importantes, alors qui sont gérées par les aires qui sont dans nos lobes frontaux. Vous voyez toucher mon front. Et ce sont malheureusement ces lobes qui seront matures en dernier, puisque notre cerveau va maturer vraiment ses connexions synaptiques de l'arrière vers l'avant. Donc c'est pour ça que je vous expliquais que les compétences psychosociales sont vraiment développementales. Il va falloir du temps, il va falloir de l'apprentissage, il va falloir un élément fondamental, alors qui nous fatigue évidemment souvent nous parents, mais qui est indispensable. Il va nous falloir de la répétition et de la répétition et encore de la répétition. Et ça, je sais, pour être maman moi-même de 3 enfants, que c'est un rôle très ingrat dans le rôle parental, mais la répétition est absolument indispensable et ça va être le cas dans les compétences psychosociales, puisqu'il va falloir eh bien, que nos enfants répètent et répètent et répètent encore ces habiletés, s'entraînent, se trompent. Hein. Ça va être aussi un élément très important parce que notre cerveau apprend grâce à l'erreur et il a besoin de l'erreur pour pouvoir s'ajuster. Et ça va être le cas également pour les compétences psychosociales en ayant en tête, hein, vraiment, quand on parle de ces compétences et du développement de ces compétences psychosociales, que vraiment, dans notre cerveau, il y a, j'ai envie de dire, deux forces hein, qui s'opposent. Plutôt, et c'est plutôt le sous-cortical, hein, l'arrière du cerveau, le bas et l'arrière du cerveau, plutôt des forces de l'ordre de l'accélération, de l'envie, du besoin de récompense, des gestes très réflexes, d'un côté parfois un petit peu automatique. Accélérateur qui va être, lui, mature assez rapidement, hein, pour des raisons de survie, pour des raisons de fonctionnement, et à l'inverse, des forces qui sont plutôt des forces de l'ordre du frein, plutôt de l'ordre de la modération, de l'autorégulation. Et notre grand frein, ben, c'est à nouveau hein, nos lobes frontaux. Et vous l'avez entendu dans ma présentation, ces freins, eux, eh bien, vont être prêts, vont être en capacité de freiner beaucoup plus tard. Et donc, il y a toujours cette question vraiment de l'arbitrage entre bien l'accélérateur et le frein. Et les compétences psychosociales sont une façon hein, vraiment de développer le frein, d'exercer en réalité notre frein. Mais ça peut évidemment eh bien, être parfois compliqué. Ce ne sera pas linéaire. Ça, c'est vraiment un élément important à prendre en compte. Parfois, nos enfants feront preuve de bonnes compétences psychosociales et puis malheureusement d'autres fois sous l'effet de la fatigue, sous l'effet du stress, sous l'effet parfois, je pense aux adolescents, eh bien d'un effet de groupe, leurs compétences psychosociales pourront à un moment ne pas être efficaces, ne pas être mobilisées. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ça ne veut pas dire qu'elles sont inopérantes, mais il faut bien entendre que voilà, on ne peut pas avoir ces compétences toujours opérantes et toujours au même niveau. Nous-mêmes adultes, hein, il y a des fois où réguler nos émotions, gérer notre stress, prendre des décisions constructives, c'est compliqué. Vous voyez bien que même nous adultes, la gestion frein-accélérateur, c'est loin d'être simple. Et donc, chez nos enfants et chez nos adolescents, il faudra vraiment accepter que, bien voilà, il y aura des phases de développement, il y aura des phases bénéfiques, et puis il y aura des phases de stagnation,
voir un petit peu de recul. Ça ne veut pas dire que c'est perdu, ça ne veut pas dire que ça fonctionne pas. C'est malheureusement comme ça que se développent les compétences et les connaissances. Bien, je vais faire une première pause pour peut-être répondre aux éventuelles questions, s'il y en a, ou peut-être besoin d'éclaircissement par rapport alors, au développement de ces compétences psychosociales et, et leur intérêt. Y a-t-il éventuellement des questions? Vous pouvez Que je peux ouvrir poser votre... une question, s'il vous plaît? Bien sûr, avec plaisir. Et vous avez dit répétition, 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 mais en fait, dans le quotidien, j'ai l'impression que on répète un peu les mêmes cercles vicieux. Donc, par exemple, s'il y a un devoir un peu difficile, je peux dire, par exemple, qu'il faut faire, on va l'aider. Et puis, mais elle se met en colère, par exemple, l'enfant commence à mettre en colère. Mais je me dis, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et donc, finalement, on n'arrive pas trop à gérer et il y a les mêmes, comment dire, même chose qui se passe. Donc, dans la répétition, comment pouvoir un peu changer de ce qui se passe, mais ce qui finit pas toujours très bien. Et oui, alors, malheureusement, nos enfants vont répéter encore et encore ce qu'ils savent faire jusqu'à ce qu'ils puissent faire autre chose. D'accord? C'est à ça. Et tant que nos enfants, par exemple, n'ont pas la compétence de gérer l'émotion, par exemple, j'entends chez votre fille ou votre fils la frustration de devoir, de peut-être pas y arriver, vous voyez, ou de devoir faire un devoir, ben, tant qu'ils n'ont pas la compétence psychosociale qui est concernée, c'est celle de connaissance et régulation des émotions. Eh bien, tant que cette connaissance n'est vraiment pas, eh bien, ils vont malheureusement continuer à céder, entre guillemets, à leur frustration. Alors, c'est vrai que dans ces moments-là, nous, adultes, on a tendance, vous voyez, à rester très concentrés sur, ben oui, mais il faut faire le devoir. Mais Mm, oui, mais il faut que tu réalises. Et c'est vrai. Et je mm, suis bien d'accord qu'il faut que le devoir soit fait. mm, Mais vous voyez, parfois, ça peut être intéressant de dire, bon, bah là, je sens que tu es très en colère ou tu es frustré, je sens que ça ne va pas, viens, on va prendre 5 minutes pour s'occuper de ton émotion. mm, On va prendre 5 minutes pour comprendre ce qui t'arrive. Vous allez voir, je vais vous montrer des outils pour peut-être mettre des mots sur mm, cette émotion. Tiens, ben, qu'est-ce que tu es en train d'éprouver? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de la peur? Parce que c'est peut-être de la peur de ne pas y arriver. Est-ce que mm, c'est de la fatigue? Vous voyez, mm, s'occuper de ce qui se passe tout de suite, maintenant. Essayez parfois en tant que parent de se dire, l'urgence, c'est pas le devoir, c'est là maintenant qu'on s'occupe de ce qui vient bloquer. mm, Et ce qui vient bloquer, c'est mm, l'émotion. Donc, je vais vous présenter des outils, mais en mm, profiter pour peut-être faire une petite météo, par exemple, des émotions. Bon, bah là, mm, ce soir, avant qu'on se mette au devoir, t'es comment? Alors, je vous montre, c'est rapide. T'es plutôt soleil, t'es plutôt nuage ou t'es plutôt pluie? Vous voyez, mm, s'ils sont petits, ça peut mm, se faire très rapidement, mais ça peut vous permettre aussi, vous, de mm, savoir. Vous mm, voyez, parfois, en tant que parent, on arrive, on dit, bon, allez, on fait vite les devoirs et après, on est tranquille. Tout parent fait ça, hein. Et je l'ai fait aussi. Mais c'est vrai que au fur et à mesure, j'ai appris à faire un peu de météo émotionnelle avec mes enfants avant les devoirs. Et honnêtement, quand j'avais de la pluie comme ça, alors moi, c'était pas les signes de la main, mais c'était des couleurs de la journée. Quand ils rentraient de l'école et ils me disaient, non, aujourd'hui, je suis rouge, ben, je commençais pas par les devoirs. Vous mm, voyez, je commençais par on va s'occuper de l'émotion, on va prendre quelques minutes pour que tu me racontes pourquoi mm, c'est rouge, pourquoi tu étais pas content, de quoi tu as besoin maintenant, et cetera, mm, et cetera. Vous mm, voyez, parce que c'est là où je vous dis que la répétition, elle est indispensable, mais attention
à nous adultes de peut-être pas toujours répéter de la même façon non plus. Oui, c'est ça qui est difficile à changer parce que je pense qu'on répète ce qu'on a connu. Oui, Et je pense que ça, c'est tout à fait, comment dire, parlant parce que quand on est en colère, derrière, il y a la peur, il y a la honte, il y a la blessure, la tristesse. Et puis, c'est écrit dans ce papier, il faut prendre soin de ses émotions, oui. mais on n'a pas forcément appris à prendre soin des émotions, donc j'attends la suite de Voilà, votre ben vous développez vos présentation. compétences psychosociales, émotionnelles, qui sont celles-là. Mais c'est vrai que vous voyez typiquement un enfant qui est face à des devoirs, il y a beaucoup de choses. Il a besoin de mobiliser énormément de compétences en même temps. Et c'est Mm, compliqué parce qu'en même temps, il a mm, besoin de ces compétences-là, mais il a besoin aussi des connaissances. mm, Donc vous voyez, et c'est ça qui ne sont pas les mêmes choses. Les mm, connaissances, c'est ce que je sais, et mm, mes compétences, c'est comment je réagis, quel mm, comportement je choisis. Vous mm, voyez, et c'est normal que pour nos enfants, ce soit compliqué de d'être face à ces deux éléments en même temps. Et donc, mm, c'est pour ça que parfois, quand on sent que la compétence n'est pas là, par mm, exemple, réguler l'émotion, gérer son stress, analyser de façon objective, bah, il vaut mieux faire un stop sur les connaissances scolaires, se mm, dire, on attend mm, pour que je lui redonne des compétences pour mm, qu'il puisse faire face aux connaissances. Vous voyez, mm, c'est ça aussi qui est mm. compliqué, mais je vous rejoins, on ne nous a pas appris. Oui, et en fait, par exemple, dans notre génération, quand on me dit de faire, il n'y avait pas de négociation. Je fais. Ah Mais oui. j'ai l'impression que la génération de mon enfant, il faut toujours trouver un sens. Donc, si l'enfant pense qu'il n'y a pas de sens, c'est très compliqué. Voilà. Alors, on ne peut pas et lui demander de réfléchir par lui-même et lui dire de ne pas réfléchir quand ça nous arrange. Vous voyez, c'est ça. Nous avons une génération aujourd'hui d'enfants que nous avons beaucoup éveillés, avec qui nous échangeons beaucoup. Il faut que vous sachiez que, et c'est, je trouve très intéressant, toute culture confondue, hein, dans les 30 dernières années, nous avons doublé le temps passé avec nos enfants. Nous sommes les premières générations de parents à Mhm, passer autant de temps, hors temps de travail, hein, mhm, d'accord? Mais nous sommes les premières générations, en tout mhm, cas du monde moderne, à passer autant de temps, j'ai envie de dire, d'échanges, de loisirs, d'apprentissage avec nos enfants. mhm, Alors, c'est fantastique parce que ça, voilà, mais ça veut bien dire que, et c'est ça la difficulté aujourd'hui, que ça demande de nous des compétences qui n'étaient pas attendues de la part de nos parents ou de nos grands-parents qui, soyons honnêtes, passaient beaucoup moins de temps avec leurs propres enfants et où on considérait que le développement de l'enfant, bah, c'était quelque chose qui allait de soi et qui était mené par le village, par la société, par les nourrices, par l'internat, etc., etc. C'est un changement majeur qui a eu lieu dans les 30 dernières années. Donc voilà, donc nous sommes confrontés à une nouvelle génération d'enfants, mais nous sommes aussi confrontés à une nouvelle génération de vie familiale. Donc, il faut travailler les compétences psychosociales en tant que parent. Voilà, c'est mon message. Merci beaucoup. Un grand merci. Est-ce qu'il y a éventuellement une autre question ou réaction? Ok, si tout est ok, mais de toute façon, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à utiliser le chat même quand je suis en train de parler pour continuer à poser vos questions. Alors, je continue donc avec eh bien, nos fameuses compétences psychosociales et je vais maintenant vous essayer de vous les illustrer et de vous les illustrer eh bien, en fonction de différents événements que nos enfants peuvent être
en train de vivre dans la journée. Et je vais prendre, pour illustrer tout ça, je vais prendre différents exemples de la vie de tous les jours pour pouvoir vous illustrer cela. Alors voilà, imaginons, c'est le matin, votre enfant doit se préparer pour partir à l'école, mais malheureusement, il n'arrive pas à savoir quel t-shirt il doit mettre et à force d'hésiter sur le choix de son t-shirt, eh bien, il est de plus en plus en retard. Alors bien sûr, hein, énervement, agacement de l'adulte, mais la question là est de se dire, eh bien, alors s'il nous reste un peu de temps, hein, on est bien d'accord, s'il reste plus de temps et qu'il faut partir, vous choisissez le t-shirt, vous lui proposez celui-là et le soir, vous viendrez développer ses compétences psychosociales. Mais admettons qu'il y a un petit peu plus de temps. Admettons qu'il y a un peu plus de temps, que votre enfant va pouvoir et prendre le temps de choisir son t-shirt et partir. Il y a 2 compétences là qui peuvent être très intéressantes pour lui. Une première compétence qui est en lien avec la conscience de soi, eh bien, c'est la possibilité d'auto-évaluation. La possibilité, on va voir, de s'interroger sur ce qu'il est en train de faire lui-même et comment il peut y arriver. Et puis, il y a une deuxième compétence psychosociale qui peut être intéressante, eh bien, c'est le fait de pouvoir prendre des décisions constructives. Et vous allez voir, pour cela, eh bien, il a besoin d'apprendre notamment à faire des choix. Alors, commençons par l'auto-évaluation. L'auto-évaluation, c'est vraiment l'idée de pouvoir dire à l'enfant plutôt que bon, tu t'habilles maintenant et puis voilà, j'insiste si on a le temps, hein, c'est plutôt de lui dire là, de 1 à 10, par exemple, tu évalues à combien le risque d'être en retard. Vous voyez, c'est de permettre à l'enfant de prendre conscience de l'impact de ce qu'il est en train de lui arriver. Ou de 1 à 10, tu évalues à combien ta capacité à prendre une décision rapidement. L'idée, c'est vraiment d'aider l'enfant c'est vraiment un outil très puissant, l'auto-évaluation, au fur et à mesure, plutôt que d'attendre que l'adulte décide de tout et puis finisse par tout arbitrer, de lui montrer qu'il est, c'est le principe de l'auto-évaluation, qu'il est quelque part responsable, et c'est ce qu'il est, des conséquences de ses actes. Donc, on peut, le matin, à ce moment-là, lui dire, OK, tu avais mal à choisir, mais de 1, maintenant, le risque d'être en retard est à combien? Avec évidemment l'enfant qui risque de dire ah bah oui énormément et une petite montée de stress qui arrive à ce moment-là. Et c'est là où par contre ça va être important eh bien de lui proposer un choix. Alors on peut avoir plusieurs types de choix qu'on peut lui proposer. Si on n'a pas trop peur du retard, on peut lui dire bah, écoute là voilà est-ce que tu fais ce choix de te mettre en retard ou est-ce que tu prends le premier t-shirt qui vient parce que tu ne veux surtout pas être en retard? Alors, évidemment, il se peut qu'ils disent non, je veux choisir mon t-shirt. Donc, à partir de ce moment-là, on lui dit bah, concentre-toi vraiment sur le choix du t-shirt. Ou alors, il peut dire bah, non, je ne veux pas être en retard. Et à partir de ce moment-là, on dit eh bien, ce qui est le plus important maintenant, c'est que tu mettes le premier t-shirt pour ne pas être en retard. Vous voyez, mais c'est l'idée de proposer ce choix à l'enfant. Si on n'est pas OK avec le retard, on peut bien sûr venir dire est-ce que tu veux que ce soit moi qui choisisse ou alors est-ce que tu veux par exemple qu'on fasse pile ou face. Voilà, ce genre d'éléments. Mais c'est vrai que apprendre à faire des choix, c'est vraiment une compétence qui est très importante et que malheureusement, en tant que parents, nous n'avons peut-être pas toujours la capacité de vraiment développer. C'est-à-dire que offrir des choix, alors bien sûr, hein, c'est ce que vous lisez à l'écran, c'est l'adulte qui fixe le cadre et c'est l'enfant qui s'exerce. C'est-à-dire, on offre des choix qui sont dans un cadre, qui sont que nous avons
défini. Donc, c'est pas qu'est-ce que tu veux mettre ou c'est pas qu'est-ce que tu veux manger, c'est par exemple est-ce que tu veux manger, est-ce que tu veux finir ton repas avec un yaourt ou avec un fruit et pas qu'est-ce que tu veux manger, sinon vous aurez toujours le droit à une glace. Non, nous fixons un choix, mais l'idée, c'est vraiment que l'enfant puisse apprendre à se consulter, à faire des choix et à faire des choix parfois sous stress. Alors, il y a des enfants pour qui c'est assez facile, hein, c'est ce que je vous disais en introduction, nos tempéraments sont différents, mais il y a des enfants pour qui faire un choix, eh bien, c'est vraiment compliqué. Et donc, leur permettre de s'exercer, c'est indispensable. Alors, il faut bien entendre hein, qu'un choix, ça peut vraiment être compliqué parce que choisir, c'est renoncer à l'autre chose. Hein. À partir du moment où vous choisissez un t-shirt, vous renoncez aux autres. Donc, ça va de toute façon déclencher probablement de la frustration, des émotions. Et donc, ça s'apprend aussi, ça s'apprend à gérer. Donc, donner cette possibilité du choix, alors si possible pas le matin quand on est obligé de partir, et c'est là où je vais revenir de toute façon sur la situation, on va être amené certains moments, certains matins à dire, bon écoute c'est comme ça, tu mets ce t-shirt là parce que là on ne peut pas être en retard. Maintenant, ce soir en rentrant, qu'est-ce que nous allons faire pour que ce genre de situation ne se reproduise pas? Et évidemment, que ça veut dire que nous, le soir, on risque d'arriver en disant à l'enfant, bon, combien t'évalues la situation de ce matin hein, à ton avis, de 1 à 10, elle s'est passée comment? Bon, il risque de dire, bah, ça s'est mal passé, donc voilà. Effectivement, et qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour éviter que ça recommence demain matin? Bah, il y a typiquement le fait d'avoir déjà choisi ses affaires, d'avoir préparé son t-shirt. Ça ne veut pas dire qu'on pourra le faire toujours, mais voilà, ça c'est aussi notre rôle à nous de les aider à être un peu dans cette anticipation, sachant que l'anticipation, elle est gérée ici hein, par les lobes frontaux et que je vous rappelle que eux ne sont pas matures. Donc, ils auront besoin de nous de toute façon. Mais c'est vrai que plus vous permettrez à l'enfant de faire des choix, plus ce sera facile. Alors attention, on est bien d'accord, l'adulte fixe le cadre, je pense notamment aux jeunes enfants, et c'est quand même indispensable que l'adulte organise notamment eh bien, le cadre pour que ce soit facile. Je ne sais pas, vous avez un enfant qui a beaucoup de mal à choisir ses t-shirts parce que pour lui le choix c'est compliqué. Faites peut-être en sorte que pendant quelque temps, dans l'armoire, il y ait 4 à 5 t-shirts et pas plus. Parce que plus il y aura de t-shirts, plus ce sera compliqué. Ou peut-être que vous en mettez que 2 ou 3, le temps que ce soit facile. Mais organiser l'environnement, ça ne veut pas dire faire le choix à la place de l'enfant. C'est toujours cet équilibre qui va être parfois un petit peu difficile à trouver en tant que parent. Te laisser suffisamment de place dans le cadre que je fixe pour que tu puisses t'entraîner, pour que tu puisses quand même t'exercer. Donc, voilà l'exemple d'une première situation. Je vais vous en proposer une deuxième. La maîtresse de votre enfant lui demande d'aller chercher un livre dans la classe d'à côté. Et votre enfant a tendance à être timide, il a peur de déranger, il a peur de se moquer. C'est bien sûr, hein, là, on voit vraiment, c'est une situation qui peut être une situation de stress et c'est vraiment une situation où les compétences psychosociales eh bien, vont jouer un rôle. Alors, quelle compétence psychosociale peut être intéressant à ce moment-là? Il y a bien sûr la compétence psychosociale très importante de gérer son stress. Ça fait partie des compétences émotionnelles de base. Alors, je ne vais pas m'approfondir dessus puisque nous avons fait un webinaire sur le sujet du stress il y a moins d'un mois. Il est disponible en replay. Donc, vraiment, je vous invite à aller le voir pour vraiment regarder tous ces éléments autour de la question de la gestion du stress parce que ça s'apprend.
hein. Vraiment, c'est quelque chose qui s'apprend et qui est nécessaire. Après, eh bien, dans, la compétence qui va être nécessaire aussi, bah, c'est la compétence d'oser aller demander, d'oser, pouvoir, gérer les choses et admettons que l'enfant y arrive, qu'il aille, demander le livre à côté et à ce moment-là, il revient dans la classe et là, c'est pas un rôle de parent, mais de professeur. Ça peut être très important que le professeur fasse à ce moment-là ce que l'on appelle un compliment descriptif. Alors pourquoi? Parce que quand nos enfants font preuve de compétences psychosociales, il y a quelque chose de très important, c'est de leur montrer que nous avons vu qu'ils utilisent ces compétences et même, j'irai plus loin, c'est de souligner l'utilisation de ces compétences. Parce que quand un enfant ose faire une demande, gère un conflit, régule son émotion, quand il y a à côté de lui un adulte qui lui dit Eh dis donc, j'ai vu que c'était compliqué de demander, mais tu as osé le faire et puis tu as parlé calmement. Ou un adulte qui lui dit ah, là, l'émotion, elle était très importante et puis tu as géré, j'ai vu, tu as respiré, tu as soufflé très fort. Eh bien, c'est comme ça que nous renforçons vraiment, j'ai envie de dire, le chemin du cerveau vers cette compétence. Alors, il faut encore une fois, je le répète, de la répétition, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Et dans les compétences psychosociales qui nous manquent, nous, parfois, en tant que parents, ben c'est vraiment l'art du compliment. C'est malheureusement ce qui peut nous manquer. Alors, encore une fois, parce qu'on ne nous a pas appris, mais voilà, je vais partager avec vous comment comprendre les compliments. Il est également important de pouvoir faire des compliments descriptifs. Alors, nous avons conscience aujourd'hui qu'il est important d'encourager et de complimenter nos enfants, mais nous avons tendance à parler de façon un peu exagérée et généraliste. Tu es génial, tu es super, tu es beau. Alors évidemment, c'est agréable à entendre pour l'enfant. Ça vient de placer en quelque sorte sur un piédestal. Évidemment, sur le moment, il se sent très bien. Mais un enfant ou un adolescent n'est pas beau tout le temps, n'est pas génial tout le temps. Et quand tout d'un coup, eh bien, il se sent moins génial, moins gentil, moins en réussite, il tombe de son piédestal, il a l'impression parfois de ne plus exister. Faire un compliment descriptif, eh bien, c'est décrire ce que l'enfant réussit, fait, dit, ou même ses tentatives. Je vois que tu as essayé à de nombreuses reprises de faire tes lacets. Ce devoir de maths est vraiment réussi. Cette course a été bien menée. L'intérêt, eh bien, c'est que l'enfant voit lui-même ce qu'il a réalisé, ce qu'il a essayé, et quelque part, il s'auto-complimente tout seul. Alors, ces fameux compliments descriptifs hein, que malheureusement nous n'avons peut-être pas appris à faire, repose sur quelque chose d'essentiel et qui va d'ailleurs être très important dans le développement des compétences psychosociales, ne pas confondre la personne et ses comportements ou ne pas confondre la personnalité et les comportements. Le principe du compliment descriptif, c'est vraiment de venir utiliser nos 5 sens, hein, nos yeux, nos oreilles, le toucher, et puis nos sentiments, nos émotions, notre ressenti pour parler de ce que l'enfant a dit ou fait, ou de ce qu'il n'a pas dit, de ce qu'il n'a pas fait, et vraiment là de venir montrer eh bien, que nous avons remarqué ses efforts, ou à l'inverse, ça c'est la critique descriptive, son manque d'efforts, mais vraiment de l'aider à mieux se connaître, parce que ça va faire partie eh bien, des éléments qui vont l'aider, notamment dans la connaissance de soi, mais vous aurez compris, pas une connaissance de soi, je suis beau, je suis magnifique, j'ai une vision peut-être pas très réaliste de moi, mais vraiment une connaissance de soi basée sur les faits, basée sur les comportements. Je sais que dans cette situation, j'ai bien réagi, j'ai bien agi, j'ai fait ce qui était attendu. Peut-être que je n'y arriverai pas demain,
mais là, j'ai réussi et c'est une réussite qu'on ne pourra pas m'enlever. Et puis, dernier élément, mais là aussi, je ne vais pas y passer trop de temps parce que je préfère vous parler d'autres compétences. Les émotions vont bien sûr jouer un rôle très important. Comprendre ces émotions, c'est fondamental pour pouvoir après les réguler, hein. Ça, c'est vraiment comme ça que va fonctionner le développement émotionnel. Si vous n'identifiez pas, si vous ne comprenez pas l'émotion, vous ne serez pas en capacité de l'exprimer ou de l'apaiser. J'ai déjà donné un webinaire sur ce sujet, donc j'y passerai moins de temps, mais je vous rappelle quand même que les émotions sont très importantes dans notre fonctionnement, qu'une émotion, ça dure une fraction de seconde et qu'après, un état émotionnel se met en place, qu'une émotion, c'est un signal. Elle vient nous donner une information. Elle vient nous indiquer qu'il se passe quelque chose et que face à cette émotion, nous avons besoin de réagir. La difficulté, ce n'est pas l'émotion, elle, de toute façon, elle est présente, c'est le comportement et l'état émotionnel que nous allons adopter. Comprendre, par exemple, que la tristesse veut dire qu'on a besoin d'être consolé, ou que la peur veut dire qu'on a besoin d'être protégé, ou que le dégoût vient nous dire qu'il y a quelque chose qui pourrait nous intoxiquer et qui nous pose problème. Connaître ces émotions, c'est vraiment un élément essentiel. Nous savons aujourd'hui que le développement émotionnel est au cœur du développement humain. Nous savons aussi aujourd'hui que nous avons besoin des émotions pour prendre des décisions. Ce que pensait Pascal, de dire d'un côté il y a la raison, de l'autre côté il y a des émotions, nous savons aujourd'hui que c'est faux. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Alors nous avons la chance aujourd'hui d'avoir, comme vous l'avez montré lors de votre question, d'avoir plein de petits livres autour des émotions, d'avoir quand même une meilleure compréhension de comment elles fonctionnent, mais ça reste un élément vraiment très important, hein, du développement de l'enfant et de l'adolescent. Alors partout, pas simple, hein, loin d'être simple, parce que une sorte de maturité émotionnelle, neurologique, hein, vraiment là je parle que du développement du cerveau. On sait que jusqu'à 17-18 ans, eh bien, nos enfants ont quand même beaucoup plus de difficultés à gérer les émotions que les adultes. Nous savons que l'accélérateur émotionnel va être beaucoup plus fort que l'accélérateur des adultes. Donc ça va être un élément quand même important. Quand je vous parle du stress, quand je vous parle des émotions, nos enfants vont avoir besoin d'une prothèse préfrontale assez longtemps. Et cette prothèse préfrontale, eh bien, c'est nous, hein, les adultes. Ça, c'est vraiment un élément important. Mais ça reste un des facteurs clés des émotions, sachant, et c'est voilà ce qui est difficile pour nous parents, que nous savons qu'aujourd'hui, il y a un effet cumulatif de l'émotion tout au long de la journée. Bon, d'ailleurs, nous aussi, nous le vivons, hein, en tant qu'adultes. Nous allons vivre, par exemple, tout au long de la journée, un certain nombre peut-être de frustration, de peur, de colère, etc., qui peuvent créer en fin de journée un effet de saturation, hein, et le fait tout d'un coup, mais ça nous arrive à tous, eh bien, d'avoir une réaction émotionnelle très intense pour un détail. Voilà, la paire de chaussons dans l'entrée qui déclenche la Troisième Guerre mondiale à la maison, ou notre enfant, eh bien, qui s'est tellement contenu toute la journée que nous lui demandons le dernier effort qui peut paraître complètement anodin, mais là, il y a un effet de saturation complet. Et donc ça, c'est encore une des difficultés des émotions, apprendre à faire baisser cet effet émotionnel, et c'est loin d'être simple. Mais donc, les émotions, je vous invite à aller regarder le webinaire sur les émotions, mais c'est vraiment un critère très important. Je continue avec une autre situation.
que vous avez sans doute connu ou peut-être connu. Vous rentrez à la maison et vos deux enfants se disputent pour un même jouet, un même camion, un même livre. Alors là, évidemment, hein, il va y avoir le besoin de nombreuses compétences psychosociales, la capacité de gérer les émotions, qui va être un élément important, mais aussi la capacité de résoudre des conflits, de chercher de manière constructive à trouver des solutions. Alors tout ça, toutes ces compétences se développent au fur et à mesure. On a besoin, bien sûr, d'outils, avec, par contre, un élément qui est important, hein, de garder en tête, c'est que pour pouvoir aller vers ce genre de résolution de conflits, et notamment de résolution de conflits, si possible, gagnant-gagnant, dans cette capacité de fonctionner de façon constructive, l'empathie va jouer un rôle vraiment très important. Alors l'empathie, ce n'est pas adopter automatiquement le point de vue de l'autre, hein, c'est pas du tout ça. L'empathie, c'est reconnaître l'existence et la légitimité du point de vue de l'autre. Donc, bien, c'est vraiment prendre en compte le fait qu'il peut y avoir deux points de vue. Et c'est vrai que nous, adultes, nous attendons de la part de nos enfants et surtout de nos adolescents, eh bien, des capacités d'empathie importantes. Il faut quand même savoir que là, nous sommes encore dans un élément développemental, hein. L'empathie, eh bien, va se développer au fur et à mesure de l'âge, et surtout, et c'est un élément qui est important, nous avons, nous, êtres humains, trois types d'empathie qui vont d'ailleurs, vous le voyez à l'écran, se développer à des âges différents et qui vont un petit peu se superposer les unes aux autres, sachant que eh bien, toutes ont bien sûr leur importance. Alors, autour de l'âge de 2 ans, l'enfant va déjà faire preuve de ce que l'on appelle une empathie affective, ou j'aime bien utiliser aussi le terme d'une empathie émotionnelle. C'est-à-dire que l'enfant est sensible aux émotions qui sont autour de lui, il est sensible au climat, il est sensible aux expressions, évidemment, sur le visage, mais voilà, il ressent sans peut-être savoir exactement ce qu'il ressent et sans comprendre pourquoi il le ressent. C'est une empathie qui est encore très spontanée, très émotionnelle, et avec un enfant qui a encore du mal à différencier ce qu'il ressent lui-même et ce que ressentent les autres. Bon, c'est une empathie qu'on observe beaucoup, par exemple en crèche, où un enfant va se mettre à pleurer et un autre enfant va pouvoir lui aussi être touché et va spontanément aller chercher la peluche pour consoler l'enfant, ou pareil, un enfant qui va venir consoler un parent de façon instinctive parce qu'il sent que son parent est peut-être en difficulté, mais voilà, c'est de l'ordre du ressenti. Elle est très importante, hein, cette empathie émotionnelle, mais elle est assez spontanée. Va arriver par contre autour de 4-6 ans une empathie qui, elle, va être très différente, qui, elle, est ce qu'on appelle une empathie cognitive. Alors, cette empathie cognitive, elle est basée, elle, par contre, sur des pensées. Elle est basée sur de la cognition, sur la capacité de prendre un point de vue différent. Je vais vous la présenter un petit peu plus en détail. Je vais vous donner un exemple. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. C'est la capacité de l'enfant de se représenter ce que l'autre peut ressentir ou savoir. Et elle arrive plus tard, puisqu'elle arrive autour des 4-6 ans. Globalement, 4 ans, très peu d'enfants ont cette capacité d'empathie cognitive, mais puis passer
passé 6 ans, c'est plutôt une habileté qui est présente et cette empathie, vraiment là, est liée aux capacités cognitives. Elle est importante parce qu'autour de 9-11 ans devrait arriver ce qu'on va appeler l'empathie morale. Alors là, c'est l'enfant qui va intégrer les valeurs morales, qui va intégrer une compréhension plus large. Il ne s'agit pas seulement de comprendre ce que ressent l'autre, mais c'est aussi le fait de se sentir, par exemple, responsable du bien-être d'autrui, la capacité de comprendre que nos actions peuvent blesser, la volonté de réfléchir à ce qui est juste ou pas. Alors, autour de 9-11 ans, elle se met en place. Elle commence à se mettre en place. Hein. Attention, quand je vous dis qu'elle commence, ça veut pas, il va lui falloir du temps. Et les adolescents sont quand même pas toujours d'une empathie extraordinaire. Donc voilà. Alors, je vous montre juste un petit film que je trouve très intéressant pour vous montrer ce qu'on appelle l'empathie cognitive. Quel est ton nom? Tu t'appelles Zachary? Non. C'est quoi ton nom? Ouais. Puis quel âge tu as déjà? Quel âge as-tu? 3 ans. 3 ans. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu connais ça? Des bonbons. C'est des bonbons? Oui. Est-ce que tu aimes ça, ces bonbons-là, toi? Oui. Ouvre la boîte, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vide la boîte. Vide-la. Sur la table. Qu'est-ce que c'est? Des raisins. Des raisins. Est-ce que tu aimes ça, les raisins? Oui. Oui. On va les remettre dans la boîte, les raisins. Oui. Ça bouge, la nappe. Là. Il y en reste ça. Est-ce que tu le mets? Moi, Vincent. Isabelle, si elle vient ici, puis on lui montre la boîte, elle va penser qu'il y a quoi dans la boîte, Isabelle? Qu'est-ce qu'elle va penser qu'il y a dans la boîte, Isabelle? Des raisins. Elle va penser qu'il y a des raisins? Oui. Pourquoi? Parce qu'il veut les manger. Parce qu'elle va manger des raisins. Oui. Est-ce que tu en veux un raisin? Alors, nous sommes bien d'accord que Isabelle, normalement, va croire que c'est des Smarties. Vincent, D'accord? Puisqu'elle n'a pas vu les raisins. Non. J'ai vu des raisins. Alors, vous allez voir l'expérience maintenant avec une enfant plus grande. Est-ce que tu connais? Oui. Qu'est-ce que c'est? Des Smarties. Des Smarties. Pourquoi tu dis que c'est des Smarties? C'est des bonbons, puis j'en ai déjà mangé, j'en ai reçu avant. Ouvre dans la boîte. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Des raisins secs. On remet les raisins secs dans la boîte. Oui. J'ai fait une boîte vide de Smarties. On t'a joué un tour. Elle est vide. Ce sont les bonbons, tu crois? Mais elles sont toutes mangées. Oui, il y a des chances. Alors, si on demande à Marie-Claude, la professeure, Ouais. de venir ici dans le local et que je lui présente la boîte, Ouais. qu'est-ce qu'elle va penser qu'il y a dans la boîte, Marie-Claude? Elle va penser que c'est des Smarties. Ah oui? Tu crois? Pourquoi? Ben, parce que c'est une boîte de Smarties. Puis peut-être qu'elle va penser que. Il y en a dedans? Ouais. Est-ce qu'elle pourrait penser qu'il y a des raisins secs? Ben, si on lui a déjà fait le coup, oui. Effectivement. OK, on continue.
Peut-être. Mais Donc voilà. Alors c'est vraiment pour vous montrer, il y a plein d'expériences qui existent comme ça, mais on a vraiment un âge développemental dans lequel ça se retrouve et ça va se retrouver pour les 3 types d'empathie. On a besoin hein, des 3 pour bien fonctionner avec les autres. Évidemment que bien parfois, nous, en tant qu'adultes, nous attendons nous sommes en attente d'empathie de la part de nos enfants et bien d'abord ils n'ont pas les mêmes capacités que nous hein, de vraiment développementales pour pouvoir le faire et puis vous comprenez aussi que dans l'empathie ben, il y a la capacité d'aller vers l'autre, la capacité de prendre en compte aussi son vécu et qu'évidemment, eh bien, évidemment pour nos enfants, eh bien, ça peut être quelque chose parfois d'un petit peu difficile. Je voudrais juste échanger avec vous ce petit schéma pour vraiment vous permettre de comprendre ce qu'est l'empathie, parce que c'est un sujet qui est au cœur hein, vraiment du mode de fonctionnement de l'humain, mais qui est parfois peut-être un petit peu mal compris. Alors, voilà, pour expliquer l'empathie, j'ai tendance à dire que nous vivons chacun sur une colline qui nous est propre, hein, qui est composée de notre histoire, de notre culture, de nos études, de nos valeurs, etc., etc. Et c'est très bien dans l'absolu d'avoir chacun notre colline, mais vivre sur notre colline peut faire parfois, comme vous le voyez, que eh bien, nous avons un point de vue différent. D'un côté, la fleur est rouge et de l'autre côté, la fleur est verte. Et si nous restons chacun sur notre colline, eh bien, nous allons très rapidement avoir 2 monologues. Elle est verte, non, elle est rouge, non, elle est verte, non, elle est rouge, avec, bien, vous le comprenez aussi très bien, un risque de conflit très important. L'empathie, c'est la capacité d'aller sur la colline de l'autre, c'est la capacité de prendre en compte la colline de l'autre, mais attention, pas pour dire seulement ah ben oui, tu as raison, elle est verte. Non, l'empathie, c'est la capacité d'aller sur la colline de l'autre et de revenir sur notre propre colline en disant de mon côté, elle est rouge, mais je sais que de ton côté, elle est verte, et pour que la personne en face puisse nous dire oui, de mon côté, elle est verte, mais de ton côté, je sais qu'elle est rouge. Vous comprenez que dans l'empathie, il y a une mutualité, une mutualisation, un effet retour qui est très important. Alors, nos enfants n'ont pas toujours cette capacité d'empathie parce que il faut, vous le comprenez bien, bah, d'abord des compétences et puis il faut de la disponibilité, il faut de l'énergie pour aller sur la colline de l'autre, il faut se sentir en sécurité, mais c'est aussi l'exemple empathique des personnes qui sont en face de nous qui nous permettent de développer notre propre empathie. Et ça, c'est vraiment un élément très important à garder en tête. Plus nous faisons preuve d'empathie, notamment à l'égard de nos enfants, d'être capable de reconnaître leurs difficultés, leurs émotions, d'être capable de dire, ben voilà, là je te sens inquiet, je vois bien que c'est compliqué pour toi, je vois que tu voudrais réussir et que tu voudrais mieux faire les choses, mais voilà, c'est encore compliqué. Plus nous développerons notre empathie, plus ils développeront la leur aussi. Et ça, c'est quand même un élément important. Alors, il y a plein de façons hein, de développer l'empathie par la curiosité, par le fait de donner des feedbacks, comme je vous l'ai dit, prendre le temps d'écouter, la lecture. Plus on lit des romans et ce genre de choses à nos enfants, plus on développe leur empathie. Mais c'est voilà, c'est comme les émotions, c'est comme le stress, d'entendre que oui, nous, êtres humains, nous sommes programmés, et heureusement, nous sommes programmés pour les émotions, nous sommes programmés pour l'empathie, mais tout ce que notre environnement va
favoriser comme expérience, comme réciprocité, comme capacité de réfléchir sur cette empathie, eh bien plus nous allons renforcer nos compétences. Je termine avec un dernier exemple rapidement. Votre ado qui doit se mettre à faire ses devoirs, mais qui préfère scroller sur son téléphone. Alors, je pense que c'est une expérience que nous connaissons pour beaucoup d'entre nous, parents d'ados. Là, très clairement, hein, il y a des capacités qui vont être nécessaires, des CPS qui vont être nécessaires, la capacité de maîtrise de soi, la capacité de gérer ses impulsions, c'est vraiment cette question de gérer l'accélérateur, le fait de savoir se fixer un objectif, se fixer des buts, ça c'est aussi un élément important. Bien sûr, le fait de prendre des compétences, des décisions constructives. Et là, je vais de nouveau vous parler du choix, mais d'un autre type de choix. Le fait de trouver des solutions et puis le fait de savoir demander de l'aide. Alors, premier élément important, hein, mais je vous en ai parlé dans l'empathie, oui, il y a d'abord peut-être une preuve d'empathie nécessaire, en tout cas d'accueillir la frustration. Honnêtement, on sait que le téléphone est fait pour nous donner envie d'y rester le plus longtemps possible. Même nous, adultes, nous nous faisons facilement apprendre. Donc, reconnaître face à notre ado que oui, c'est tentant de rester sur le téléphone. Oui, c'est difficile de résister parce que c'est de ça hein, dont il s'agit. C'est vraiment cette capacité de résister. Alors, il y a quelque chose qui est très important qui s'appelle l'inhibition. L'inhibition, c'est la capacité que nous avons, nous, normalement, humains, de résister, de stopper une parole ou une pensée, d'être capable donc d'arrêter, d'inhiber. Alors là encore, c'est ce qu'on appelle une fonction exécutive supérieure. Elle est gérée par les lobes frontaux. Hein. On est de nouveau sur la même zone cérébrale. Et depuis tout petit, c'est vraiment important eh bien, de pouvoir développer cette capacité d'inhibition. Alors, vous ne le saviez peut-être pas, mais vous l'avez fait en jouant à Ni oui ni non, en jouant à Jacadi Yadi, en jouant à 1, 2, 3 soleil avec vos enfants, en jouant au jeu de société qui oblige à attendre son tour. Vous verrez dans le Padlet, j'ai mis une liste de jeux qui favorisent l'inhibition. Ça, c'est vraiment une capacité très importante dont nous manquons peut-être un petit peu aujourd'hui. Et vous voyez, par exemple, pour revenir avec cet ado qui eh bien, a tendance à scroller un peu, par exemple, de lui proposer eh bien, de compter jusqu'à 5 avant de regarder la notification, avant ne serait-ce que de saisir son téléphone. Alors, ça peut paraître vraiment anodin, ça peut paraître peu, mais je parle vraiment d'un ado accro. S'il n'est pas si accro que ça, vous dites pas 5 secondes, vous dites 1 minute. Mais déjà apprendre à ne pas réagir immédiatement, c'est vraiment un élément important. Et vraiment, cette inhibition est très importante. Vous pouvez également aider votre ado à se mettre, à se fixer un objectif, mais un objectif atteignable. Alors, moi, j'aime beaucoup cet acronyme de l'objectif SMART. Alors, SMART, qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et timé, avec un temps précis. Prenons par exemple l'exemple de si ton objectif, c'est d'arriver à te mettre au travail facilement, qu'est-ce qui peut t'aider et qu'est-ce qui serait réalisable, mesurable pour pouvoir eh bien, y réussir. Alors bon, il s'agit vraiment de le maîtriser, enfin le définir. Donc souvent, dans le spécifique, dans cet objectif, ben, la question qui va se poser, c'est comment t'empêcher de, qu'est-ce que tu vas
Voilà, puisque si tu arrives à identifier que dans ton objectif, la difficulté, eh bien, c'est vraiment la tentation du téléphone, comment tu peux le faire? Est-ce que tu acceptes, qu'il soit verrouillé, pendant un certain temps? Est-ce que tu viens me le donner? Est-ce que tu veux juste, par exemple, le laisser dans une autre pièce? Est-ce que tu préfères aller travailler à la bibliothèque, à l'étude, et cetera, et cetera? Je n'en sais rien, mais l'idée, c'est vraiment, là encore, d'aller favoriser l'auto-évaluation, de l'adolescent et de lui permettre aussi, par exemple, d'identifier qu'est-ce qui peut l'aider à réussir. Mais vous voyez, là, ça veut vraiment dire qu'on perd en tant que parent notre rôle de parent solution. On n'est pas là pour trouver la solution, on est là pour l'aider à réfléchir. On est là pour l'aider à lui concevoir une stratégie. Alors peut-être qu'au début, il aura du mal, donc on peut bien sûr lui proposer des tips, on peut lui proposer peut-être des pistes, mais c'est important de se rappeler que ce sont des pistes et que lui doit pouvoir être responsable. L'idée, c'est vraiment nous de nous poser en soutien. En quoi je peux t'aider? En quoi je peux favoriser eh bien, ta réussite? Est-ce qu'il y a quelque chose, moi, que je peux faire? Mais dans mon soutien, je suis là en... Je ne suis pas la tête de wagon, je suis derrière, c'est toi la locomotive, moi voilà, c'est toi la locomotive, moi je ne suis que le wagon, je suis là pour t'aider, mais pas pour prendre tes décisions. Alors, on y arrive plus ou moins, hein, il y aura des fois où ce sera plus facile et d'autres fois moins facile. Et puis, je rappelle que on n'oublie pas de célébrer, de remarquer quand les choses ont réussi. Mais voilà, ça fait partie de ces outils qui peuvent permettre d'aider un peu nos enfants à développer leurs compétences psychosociales et au fur et à mesure à trouver leurs solutions. Je refais une pause pour pouvoir répondre éventuellement à vos questions avant de passer à la dernière partie qui sera les mémos. S'il y a une question, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a une question écrite, donc je vais en prendre connaissance. Alors, j'ai une question quand on me dit, quand on voit son enfant le soir rechigner à faire ses devoirs correctement, de mon point de vue de mère, est-ce qu'il faudrait mieux le laisser faire pour qu'il développe son autonomie et avoir une discussion avec lui plus tard si les notes ne sont pas au rendez-vous et à partir de ce moment-là, déterminer avec lui ce qu'il doit changer et vérifier qu'il le fasse? Je pense que vous aurez compris un petit peu déjà la teneur de ma réponse. C'est un équilibre qui est compliqué à trouver en tant que parent. C'est-à-dire que c'est de trouver cet équilibre entre te laisser suffisamment d'espace pour que ton donc de l'autonomie, pour que tu apprennes par toi-même et que au fur et à mesure de faire par toi-même, tu deviennes responsable de tes propres actes et évidemment mettre les garde-fous, mettre les limites qui ne doivent pas être franchies parce que tu n'es pas en état de tout gérer tout seul. Tu n'es pas en état de pouvoir savoir automatiquement ce qui est bon pour toi. Et c'est vraiment cette difficulté à trouver. Donc oui, si vous êtes tout le temps en train de lui éviter l'effort, de lui éviter l'erreur, de lui éviter l'essai, les compétences ne se développent pas. Donc j'aurais tendance à dire que oui, alors en fonction de l'âge de votre enfant, évidemment, mais plus on leur laisse de l'autonomie, plus au fur et à mesure ils en développent. Avec par contre un message qui est essentiel, c'est quand tu as besoin de moi, je suis là. Ça, c'est évidemment le message qui est important. Mais l'autonomie est indispensable si on veut à un moment qu'ils puissent se sentir un petit peu responsables de leurs décisions, de leurs études. Euh, il y avait eu un webinaire sur la motivation et on voit bien que l'autonomie est une des voies d'accès très importantes à la motivation intrinsèque, donc à la motivation volontaire.
Donc oui, j'aurais tendance à répondre oui, ce serait sans doute préférable. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions ou remarques? Est-ce que je vous ai totalement endormi ou, ou j'ai donné trop d'informations en même temps? Allô? Oui, Juste, un partage d'expérience. Moi, c'est vrai que je reconnais que, dans notre éducation à la maison, on a eu tendance à donner beaucoup d'autonomie aux enfants, très jeunes et très, très rapidement, autour de nous, les adultes ont eu des retours en disant que nos enfants étaient, très responsables, très mûrs et je trouve qu'en fait, tout ça, ça va beaucoup dans le sens de ce que vous avez dit. Moi, je ne savais pas trop d'où ça venait, mais maintenant que je vous entends parler, je me dis que peut-être que le fait, de leur donner, des responsabilités et de les laisser très responsables très jeunes, en fait, tout ça, ça a aidé, en fait, à les faire mûrir, assez vite. vous avez développé leurs compétences psychosociales sans avoir le terme. Oui, oui, effectivement. Alors là, le terme, je l'avais pas, mais merci. Je vous en remercie. C'était Merci, juste pour aller dans votre sens. merci. Un grand merci. Bon, ben, je vais vous résumer ces compétences psychosociales, hein, et puis on prendra le temps à la fin du webinaire, bien sûr, d'en discuter s'il y a des questions d'ici là. Alors, donc, compétences psychosociales, est-ce que, voilà, donc nous avons régulé les compétences émotionnelles, je vous les rappelle. Donc, nous avons régulé ses émotions, avoir conscience de ce que l'on ressent, hein, et gérer son stress. Donc, dans ces compétences psychosociales, vous avez émotionnelles, vous avez vraiment quelque chose de très fort autour de la connaissance, de la compréhension des émotions et un élément aussi très fort autour de la gestion du stress. Et j'insiste vraiment, s'il vous plaît, allez voir le webinaire sur la gestion du stress. Je pense que nous avons tous besoin, adultes comme enfants, surtout aujourd'hui, d'avoir des outils autour de cette fameuse question du stress. Et il y a beaucoup de choses qui tournent autour du stress, mais je crois que c'est vraiment important d'avoir conscience que nous pouvons agir et que nous avons aussi d'ailleurs parfois des fausses croyances au sujet du stress. Après, il y a donc les compétences cognitives, donc avoir conscience de soi, être capable de se maîtriser, être capable de prendre des décisions. C'est vraiment quelque chose autour du mental, autour de la capacité de penser. Alors, je vous en ai présenté l'auto-évaluation, le compliment descriptif, la critique descriptive, ça c'est vraiment important. Et j'insiste, hein, c'est vraiment la capacité de revenir sur dire non, là je te parle de ce comportement-là, je te parle de ce devoir, je te parle de cette attitude là maintenant, notamment si c'est pour faire une critique et c'est pas ta personnalité, ce n'est pas ton tempérament qui est touché, c'est vraiment cet élément. Le fait aussi de ne pas hésiter à avoir des success stories, des boîtes à trésors, d'avoir, comme je vous l'ai dit, de quand même célébrer les éléments positifs. À l'image aussi, vous voyez le scan corporel que j'aime bien aussi, parce que avoir conscience de soi, c'est pas que avoir conscience de ses pensées et de son esprit, c'est aussi avoir conscience de son corps, c'est aussi avoir conscience des messages qu'il peut envoyer. Donc, c'est un élément important. Et puis, eh bien, je vous ai présenté l'importance des jeux, hein, et notamment des jeux d'inhibition, l'importance de se fixer des objectifs pour les jeunes enfants, mais pour les ados aussi,
je trouve qu'il y a une compétence aussi, un outil qui peut être intéressant, c'est de parler de la différence entre un désir et un besoin. Alors, eh bien, vous le voyez à l'écran, on a besoin de manger, ça c'est un besoin, mais on peut avoir le désir de manger du chocolat ou de manger des frites plutôt que de manger quelque chose de sain. Alors, et parfois on peut dire, j'entends parfois j'ai besoin de chocolat ou j'ai besoin de frites, ou nos ados peuvent parfois nous dire, bah oui, mais j'ai besoin d'un coca. Non, tu as envie, tu as l'impression peut-être que ton corps te dit qu'il a besoin de sucre, mais c'est la différence entre besoin et envie, de comprendre que nous avons des milliers et des millions d'envies, mais par contre, nous avons des besoins qui, eux, sont très limités. Et nos enfants ne font pas, et c'est normal, la différence entre des besoins et des envies. Un jeune enfant, d'ailleurs, il va dire, j'ai besoin d'un bonbon, ou j'ai besoin de dormir avec papa et maman. Au fur et à mesure, nos enfants ont besoin d'apprendre. Eh bien, la différence entre les deux, c'est aussi une façon de travailler la frustration, et c'est de comprendre que là aussi, ça va être développemental, et que ça va prendre du temps. Et puis, je vous le rappelle, vous avez les compétences sociales. Alors là, les compétences sociales, c'est la façon de communiquer, c'est notre façon de résoudre des difficultés, la façon aussi dont nous allons développer eh bien, nos relations. Là, dans les outils, je vous rappelle que l'empathie va être vraiment un élément clé, que ça va être progressif, hein, par contre, se centrer sur le problème et pas sur la personne, ça c'est un élément aussi important. Quand on a un conflit, eh bien nous avons un conflit de besoins et pas un conflit de personnes. Alors j'ai pas le temps malheureusement ce soir de vous l'exprimer, mais et de vous le présenter, mais ça c'est aussi un outil qui est important, de bien comprendre cette question de nos besoins fondamentaux et de nos conflits de besoins. Et puis, eh bien, le fait aussi d'apprendre à formuler des messages que l'on appelle des messages je ressens, je pense, j'ai besoin, qui sont souvent des messages qui viennent moins attaquer eh bien, qu'un message tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, etc., etc. Alors tout ça s'apprend. Tout ça eh bien, nécessite évidemment du temps, apprendre les codes sociaux, apprendre eh bien aussi ce que veut dire la différence, parce que là, nous sommes en train de faire de l'empathie. Alors, je n'ai pas le temps hein, de vous présenter toutes les outils qui peuvent nous permettre de développer des compétences psychosociales, mais je pense que vous l'aurez compris, et je remercie la dernière intervention. euh, Nous faisons des compétences psychosociales sans nous en rendre compte. Nous sommes un peu comme Monsieur Jourdain dans le bourgeois gentilhomme. Nous faisons de la prose sans savoir que nous en faisons. Eh bien oui, nous développons nos compétences psychosociales sans le savoir. Nous aidons nos enfants à le faire aussi parfois sans le savoir. L'intérêt, maintenant, c'est que vous saurez que vous êtes en train de le faire. Et quand on est en train de le faire en conscience, eh bien, ça permet souvent d'être un petit peu plus actif, un petit peu plus euh, peut-être plus pertinent aussi dans notre façon de faire, et puis de prendre conscience aussi eh bien de comment eh bien, nous pouvons améliorer tout ça. Donc, je vais bientôt arrêter ma présentation et répondre à vos questions. Juste avant, je voudrais vous rappeler qu'il va y avoir des ateliers. Il y a des ateliers qui sont prévus pour les parents qui souhaitent aller plus loin sur cette question des compétences psychosociales, pour peut-être avoir plus d'outils pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Donc, il y aura un atelier qui sera animé en anglais
par Laure, que vous avez rencontré au début du webinaire, le samedi 15 novembre, le matin, de 10h à midi, si je ne me trompe pas, café à 9h30, et moi-même qui animerai le groupe pour les parents en français le samedi 22 novembre. Et puis, il y aura la possibilité pour une quinzaine, 16 collégiens, de suivre également un atelier le samedi 15 novembre avec notre collègue Séverine Cavaillès pour aussi développer leurs compétences psychosociales. Donc, il y a pour les parents qui le peuvent et qui le souhaitent la capacité d'aller plus loin sur ce sujet. Voilà pour ma présentation, en tout cas préparée. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des besoins de précision? Oui, bonsoir. Moi, j'aimerais bien que vous expliquiez la partie auto-évaluation. Comment on peut encourager ça? Et oui, voilà, en fait, comment on peut encourager cette partie-là avec nos enfants? Alors, vous pouvez le faire de façon, vous voyez, juste à l'oral, hein, ça peut être des questions très simples, hein, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et toi, t'aurais dit ça comment? T'aurais fait ça comment autrement? Vous voyez, c'est déjà de l'auto-évaluation. Vous pouvez utiliser, moi j'aime bien cette notion d'échelle. Vous voyez, de 1 à 9, tu trouves que tu as réussi comment, tu trouves que tu as fait un effort comment. J'aime bien l'idée du support un peu papier. Alors, dans mon visuel, je ne sais pas si vous l'avez vu, je proposais un... Alors, est-ce que je vais pouvoir revenir en arrière? Je l'espère. Je proposais un exemple de visuel. Alors, c'est une petite réglette que nous avons que nous avons créée. Alors, attendez, je vais d'abord, avant de tout vous remontrer, je vais aller la chercher directement. C'est vraiment une échelle qui va de 1 à 9, un petit bout de papier, hein. Vous pouvez prendre une sorte de réglette, hein, et que vous créez vous-même et qui peut permettre à l'enfant de montrer ce qu'il pense. Alors, dans notre cas, nous avons un petit peu complexifié la réglette puisque nous avons fait une réglette de double évaluation. Alors, attendez, j'essaie de vous la retrouver. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir automatiquement quelque chose de papier. Alors, ça y est, je l'ai trouvé. Mais l'idée, c'est vraiment par vos questions de susciter cette auto-évaluation. Vous voyez là, j'espère que vous allez pouvoir le voir à l'écran, la petite réglette là qui est présente. Donc, on a mis intensité, effort de 1 à 9, gravité, satisfaction de 1 à 9 également. Donc, vous voyez, par exemple, c'est de dire donc c'est une double réglette parce que, par exemple, vous pouvez dire à l'enfant, bon, tu es satisfait comment par exemple, ta dernière note? Donc, l'enfant peut vous dire, bah, je sais pas, je suis satisfait à 4, à 5, ouais, bon, c'est pas top, quoi. Ok, tu es satisfait à 4. Et à combien tu évalues les efforts que tu as faits par rapport à la préparation de ce devoir. Alors, je ne sais pas. Par exemple, vous pouvez avoir un enfant qui vous répond, bah, eh bien, voilà, bah, je m'évalue à 2 pour mes efforts ou à 3. Et donc, vous voyez bien, ayant évalué sa satisfaction à 4 et ses efforts à 3, bah, il est en capacité de dire, bah oui, si j'avais fait peut-être plus d'efforts, j'aurais peut-être plus de satisfaction. Ou on peut prendre un autre exemple, l'enfant qui est satisfait à 4 de sa note, mais qui considère avoir fait des efforts à 7 ou 8. Ben là, ça peut être intéressant d'avoir une discussion avec lui à ce moment-là, de dire ben, qu'est-ce qui te fait penser que tu es à 7 ou 8, et peut-être, si c'est le cas, si c'est vraiment 7 ou 8 d'efforts, ben, c'est peut-être pas une question d'effort, c'est peut-être qu'il te manque autre chose.
c'est qu'il te manque peut-être des compétences, c'est qu'il te manque peut-être de revoir les choses autrement. Enfin, vous voyez, donc voilà, vous pouvez utiliser ce type d'outils comme juste, eh bien, je dirais, poser des questions sur et toi, qu'est-ce que tu en penses et toi, comment tu t'évalues. Mais nos enfants sont habitués à être évalués par les adultes. C'est l'effet des notes, hein. C'est l'effet de est-ce que tu es contente, est-ce que tu trouves que c'est bien, etc. C'est le fait de développer en eux avant de te soucier uniquement de ce que j'en pense, est-ce que toi, tu en penses quelque chose? Voilà, j'espère avoir répondu. Merci, oui. Oui. Ok. On me pose la question de savoir si c'est intéressant de partager avec les enfants ces enseignements, s'ils peuvent comprendre l'approche théorique. Alors, l'approche théorique, peut-être pas, mais comprendre ce qu'il y a derrière, oui, tout à fait. Et vous le trouverez dans le Padlet, mais il y a un livre qui vient de sortir sur les compétences psychosociales expliquées aux enfants et qui est très, très bien fait. On vous mettra dans les ressources plusieurs livres qui existent pour que vous puissiez les partager éventuellement avec vos enfants. C'est plutôt une façon plus accessible pour les enfants par le biais des livres, mais c'est comme les livres sur les émotions, ce sont des livres qui commencent à arriver. Il y a de très bons livres d'ailleurs à ce sujet, et c'est sans doute une bonne façon de l'aborder. Avec plaisir. Voilà, je viens de vous trouver la référence du livre auquel je viens juste, que je viens juste de vous citer. Donc, c'est un livre Bien avec moi, bien avec toi, qui est un livre, je trouve à partir de 8-9 ans, très, très accessible. Alors, pas lire tout le livre d'une seule fois, le lire au fur et à mesure, mais ça peut être aussi une bonne façon pour nous, adultes, de mieux comprendre les compétences psychosociales. Donc voilà, ça fait partie des livres que, que je peux vous recommander. Il y en a d'autres, hein, évidemment, et j'en mettrai aussi en langue anglaise grâce à Laure. Nous pourrons aussi vous donner des références de ressources adaptées à toutes les langues. Alors, quelles idées pour raconter, pour permettre aux enfants peut-être de raconter, de parler, qui n'aiment pas raconter. Alors, je suppose qu'ils n'aiment peut-être pas raconter leur journée, c'est peut-être ça, ou qui n'aiment peut-être pas raconter ce qu'il y a, voilà, leur journée. Alors, bon, parfois, ça fait partie de leur choix, de leur intimité, hein. Faut accepter qu'en tant que parent, on ne peut pas tout savoir. Voilà, ça peut être un peu frustrant, mais ça fait partie aussi des choses. Alors, je sais que parfois, ça peut être un peu, ils rentrent de l'école, on leur dit alors, c'était bien l'école et on a le droit à oui. Qu'est-ce que tu as mangé? Oh, j'ai mangé, etc. Alors parfois, attention, c'est pas qu'ils veulent pas raconter, c'est que pour connaître certains enfants comme ça, et mon aîné était comme ça, ils considèrent quand même que la journée de travail est terminée. Qui sont enfin à la maison et qui vont enfin pouvoir jouer et ils n'ont pas spécialement envie de revenir sur l'histoire de la journée. Donc ça, il faut accepter qu'il y a des enfants qui de toute façon vont être très succincts par rapport à ce qu'ils vont raconter. Je peux peut-être juste me permettre de partager une expérience personnelle. Donc, je vous ai dit que mon aîné était comme ça. Donc, j'avais très peu d'informations dès la primaire sur ce qu'il vivait dans la journée. Et donc, j'avais pris l'habitude le soir, quand j'allais les récupérer, de leur demander, donc je vous l'ai dit, quelle était la couleur de la journée.
Alors, j'avais vert, bleu, jaune quand ça se passait bien, parfois couleur poney, arc-en-ciel, voilà. Et puis parfois j'avais du rouge, du gris, du noir. Le fait d'avoir juste déjà cette indication, ah ben, aujourd'hui c'était gris, aujourd'hui c'était noir, généralement j'attendais, je me taisais pour voir s'il y allait avoir une autre information et parfois ça venait, mais parfois il n'y en avait pas. Et donc là, dans ces moments-là, on rentrait à la maison, il y avait le goûter, il y avait tout ça. Mais là, je me permettais d'aller voir mon fils et de lui dire, tu m'as quand même parlé d'une journée noire, j'aurais besoin de savoir ce que c'est, j'aurais besoin de comprendre. Et là, il parlait un petit peu plus. Vous voyez, c'est-à-dire que je pense qu'on ne l'a jamais dit comme ça de façon claire entre lui et moi, mais implicitement, ce qui est rentré dans notre habitude, c'est de se dire, bon, bah, il y a des fois, tu n'as pas envie de me raconter, donc bah, je vais partir du principe que ça va bien, mais je vais quand même le vérifier avec les couleurs de la journée. Mais par contre, quand ça va pas bien, là, quelque part, j'ai le droit de venir te demander ce qui s'est passé, j'ai besoin de pouvoir le faire et je reconnais qu'au fur et à mesure, eh bien, il a commencé à livrer un petit peu plus de choses. Donc voilà, je ne peux pas vous donner, il va falloir l'inventer aussi quelque part dans votre mode de fonctionnement, mais c'est peut-être de réussir à trouver un moyen détourné, peut-être de raconter aussi votre propre journée d'abord et de voir s'il rebondit dessus ou pas. Et voilà quoi. Donc voilà, essayez ce genre de choses. On me demande comment faire quand un enfant est très autonome, mais ne veut pas de conseils et par exemple, eh bien, ignore ou voilà, lève les yeux au ciel, etc., etc. Alors, vous répondre comme ça est peut-être un petit peu compliqué, évidemment, mais ce que je peux entendre, c'est que nos enfants peuvent parfois confondre autonomie et indépendance, ce qui n'est pas la même chose. L'autonomie, c'est la capacité de faire par soi-même. L'indépendance, c'est quelque chose qui va arriver très tardivement, voire peut-être pas du tout, parce que moi j'ai tendance à penser que nous sommes très interdépendants. Et donc, nous avons quand même besoin les uns les autres. Là, c'est peut-être la difficulté pour sa part, là, c'est de croire que parce qu'il est grand, il peut peut-être se passer de vous. Alors, voilà, bon, qu'il refuse de lire vos livres et qu'il ne lise que ses BD, malheureusement, ça, je pense que c'est le cas de déjà beaucoup d'enfants, mais j'ai envie de dire, il lit. Il lit et c'est déjà un élément important. Par contre, c'est vrai que vous me décrivez peut-être des choses comme lever les yeux au ciel et se boucher les oreilles. Là, ce sont des comportements. Et évidemment, il a besoin d'entendre qu'il y a des comportements qui ne sont pas acceptables, qui ne sont pas tout simplement tolérable. Alors là, on est plutôt sur une question de cadre, je pense, peut-être plutôt que de peut-être compétences psychosociales. Peut-être aussi voilà, d'accepter votre influence, votre autorité. Euh, voilà, vous sentez que je suis un peu j'ai un peu de mal à vous répondre là directement parce que le sujet est vaste, mais ben, je lui lirai peut-être, en plus ça tombe bien, c'est une BD, ce fameux livre là que je viens de vous montrer, Bien avec moi, bien avec les autres, parce que ça lui permettrait peut-être de se rendre compte que être autonome, c'est aussi écouter les autres, c'est aussi les prendre en compte. Voilà, il a peut-être, bah, il a de toute façon, là c'est très clair, besoin de développer ces compétences-là. Mais bon, voilà, parfois il y a des enfants qui ont tendance à penser un peu tôt qu'ils ont tout compris. Et puis qui se rendent compte que ce n'est pas le cas, évidemment, mais voilà. Oui, voilà, je crois que j'irai lui lire. Voilà.
j'irai lui lire ces choses. Mais c'est vrai que, ben voilà, il y a des enfants qui peuvent rester dans une toute-puissance, hein. Vous savez, on parle d'une toute-puissance infantile. La toute-puissance, c'est l'enfant qui reste dans ce système de pensée, je peux, si je veux, je peux, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus grand, etc. Et il y a un principe de réalité qu'ils apprennent au fur et à mesure, mais qui n'est pas simple, qui n'est pas simple. Et c'est notre rôle de parents de tenir. Et je sais que vous le faites, mais je sais que c'est compliqué également. Euh, alors, oui, je comprends le besoin de raconter. Peut-être que plutôt que de raconter la journée, vous voyez, qui peut être, j'insiste, qui peut être parfois pour certains enfants un peu trop introspectif, un peu trop, et puis qui pose quand même cette question de, voilà, est-ce que j'ai envie de dire certaines choses, de livrer certaines choses de ma journée ou pas? J'entends le besoin, par contre, de développer la narration, de développer quelque chose de construit. Bah, peut-être plutôt que demander de raconter leur journée, peut-être de raconter un dessin animé qu'ils ont vu et qu'ils ont bien aimé, de vous raconter la BD ou le livre qu'ils viennent de lire, de raconter une histoire qu'ils ont peut-être entendue. Vous voyez, on n'est peut-être pas obligé de leur demander que ce soit automatiquement la journée, mais de raconter quelque chose qu'ils aiment. Attention, dans la narration, dans le développement construit, il y a d'autres façons aussi de le développer. Par exemple, quand vous cuisinez avec eux et que vous leur faites suivre une recette, il faut bien voir que une recette, c'est écrit, c'est de l'expression. On est obligé de suivre une étape numéro 1, une étape numéro 2. C'est une façon de développer tout ça. Donc, ça peut se faire de d'autres façons. Quand vous jouez, c'est aussi une façon. Il y a des jeux en plus aujourd'hui, ben, je les rajouterai dans le Padlet, mais il y a des jeux aujourd'hui qui favorisent la narration. Il y a des jeux où on a des dés, on lance, moi je les utilise beaucoup en thérapie, on lance des dés, puis il y a des petits cubes qui sont des petits émoticônes qui représentent ou des actions ou des sentiments. Et puis avec mes patients, on construit une histoire avec ça. Euh, Il y a, il y a un jeu, alors c'est le GNU, mais qui a chassé le GNU, si je me souviens bien, où on raconte ce genre de choses. Je le rajouterai dans le Padlet parce que vous voyez, on peut développer ses compétences autrement, soit par le jeu, soit par, voilà, Laure va sans doute m'aider. Il y a des petits jeux de cartes avec des questions qu'on peut faire en famille, du style qu'est-ce que tu ferais si tu voyais un enfant qui était embêté à l'école? Qu'est-ce que tu ferais si ton camarade te disait j'arrive pas à faire mes devoirs, ce genre de choses. Qu'est-ce que toi tu faisais, maman, quand tu étais jeune et que tu étais embêté avec une mauvaise note? Et donc, on a un petit support donc, qui peut être la carte et qui permet de lancer la conversation qui fait un peu moins direct. Un des jeux que j'ai qui est un jeu thérapeutique, c'est un Jenga. Et en fait, à chaque fois qu'on retire une des petites tiges, un petit bâton, hop, on lit une question. Donc comme ça, en plus, il y a le moment ludique en plus de l'échange autour des questions de ces thèmes-là. Il y a un jeu qui s'appelle, je crois, Dis-nous tout, avec les dessins de Max et Lily. Voilà. C'est bien. Exactement. Et donc il y a ça. Un autre, deux autres choses que je propose parfois, c'est que quand notre enfant ne nous parle pas, parfois de faire venir une jeune babysitter, quelqu'un qui vient jouer avec notre enfant pendant une heure comme ça. Ça peut même être le soir quand on va dîner avec notre mari. Et de dire à cette babysitter ou à cette personne, ben voilà, je crois qu'il y a eu un truc qui s'est passé à l'école. Si tu veux
bien creuser un petit peu. Et le fait que ce soit quelqu'un qui est plus jeune, qui est plus un père, ça permet de, hop, délivrer un peu la parole, libérer ça. Et puis bon, de demander à babysitter après d'en parler. Attention, faut pas revenir le lendemain en disant, elle m'a raconté, Caroline, que tatati, parce que sinon l'enfant va plus avoir confiance dans cette personne non plus. Donc attention à l'utilisation de ça. Et l'autre outil, c'est pour les ados, où je pense que parfois l'utilisation du téléphone, donc de les questionner un peu par téléphone, permet ce lancement, hein, de tiens, comment ça a été pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses, et donc d'utiliser l'outil qui, à nouveau, crée un lancement de la conversation, mais indirect. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Et puis, Margot partage avec nous des rituels qu'ils ont à table. Est-ce que quelqu'un a rigolé aujourd'hui à l'école? Est-ce que quelqu'un a mangé son assiette sans rien laisser? Est-ce que quelqu'un s'est fâché? C'est aussi de le faire en mode de petits jeux. Les ados aiment bien l'absurde aussi, donc ça peut être aussi des conversations. Voilà, qu'est-ce qui est le pire de devoir, je ne sais pas, faire ceci ou faire cela. Ça peut être aussi une façon de faire parler sans qu'il y ait automatiquement l'impression pour l'enfant qu'il y ait quelque chose d'attendu derrière. Ça, c'est aussi un C'est élément ça. important. Il y a par exemple le petit journal qui s'appelle Le Petit Quotidien, où il y a parfois des enfants qui sont interviewés. Donc là, pareil, on peut développer la narration, l'échange sur les thèmes. Et tiens, pourquoi tu penses que cet enfant pense ça? Et pourquoi il a répondu comme ça? Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et faire ça. Une autre façon, c'est aussi si on s'inquiète sur quelque chose ou qu'on a entendu qu'il s'est passé quelque chose à l'école dans le groupe WhatsApp des parents, de dire, tiens, s'il se passait ça, qu'est-ce que tu ferais? Hein, pour voir un peu, tiens, comment notre enfant, est-ce qu'il a les bons instincts? Est-ce qu'il répond? S'il est un peu embêté, ben, de lui proposer des outils. Ben, tu sais, il faut aller demander à un adulte. Si l'adulte répond pas, tu dois m'en parler le soir, etc., etc. Rappeler ces choses-là. Et donc, de temps en temps, un peu des scénarios et même parfois des jeux de rôle. Ça aussi. Oui, oui. Reste avec eux. Je suis là, je pars pas. Ne pars pas, de toute façon, c'est toi qui anime en anglais. Voilà. Voilà, donc oui, il s'agira d'un nouveau Padlet. Je suis en train de vous le créer parce que je vous mettrai aussi des ressources en anglais dessus. Puis d'ailleurs, ça vient de me donner l'idée de vous rajouter les jeux aussi. Donc, on vous mettra aussi des propositions de jeux. Donc, d'ici peut-être quelques jours, une petite semaine maximum, par l'appli, on vous donnera le lien à ce Padlet pour que vous puissiez tout retrouver. Oui, oui, c'est un nouveau. C'est un nouveau. Je mentionne juste, les Américains utilisent beaucoup le Roses and Thorn. Et donc, la rose et tout à coup, j'ai un trou sur le nom du piquant. Mais donc, Share Roses and Thorns. Donc, dans la journée, il y a des choses et des moments qui ont été des roses, qui sont des jolis moments, des moments agréables. Et Thorn, ça va être plutôt qu'est-ce qui a été désagréable, piquant. Il y a aussi, euh, est-ce que c'est les questions typiques, Did you help someone today? Were you helped by someone? Donc c'est ce genre de questions un petit peu plus guidées, un peu plus sur un thème qui paraît un peu différent. Et en fait, à nouveau, ça permet à l'enfant de réfléchir déjà et après potentiellement de s'exprimer. Oui, et puis vous, en train de réfléchir tout haut, c'est intéressant aussi quand l'adulte est capable, même si c'est un peu, mais de dire, ah bah, aujourd'hui j'ai eu ça, puis je me suis dit ça, puis ah, j'ai eu envie de faire ça, puis heureusement je ne l'ai pas fait. Vous voyez, ça, c'est vraiment un élément très important parce qu'on n'y pense pas, on se dit ça n'intéresse pas l'enfant, alors que d'abord ça l'intéresse, vous inquiétez pas, il écoute, hein, alors ça, vous pouvez être sûr qu'il est en train d'écouter même énormément, et surtout, eh bien, ça lui permet de se rendre compte que même l'adulte, hein, il est confronté à ce genre de questions, à ce genre de difficultés. D'ailleurs, souvent, parfois, on entend ah bon, même toi, papa, ah bon. Ben oui, 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 voilà. Donc ça, ne pas hésiter à penser tout haut, à montrer aussi, voilà, ce qui peut parfois nous mettre aussi en difficulté et comment on essaie de le résoudre.
Bon, je crois que c'est l'heure. S'il n'y a pas de questions supplémentaires. Écoutez, un grand merci de votre présence. Donc, je vous rappelle, c'est via l'application, hein, c'est ça, via Oui, l'application pour pouvoir s'inscrire. aux ateliers. Le prochain webinaire sera en décembre, le 9 décembre, si je ne me trompe pas, sur les troubles des apprentissages. Donc 10, hein, tout ce qu'on appelle les 10, et puis le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mhm. Donc on aura un sujet là beaucoup plus moins large, beaucoup moins large, plus spécifique, mais important quand même. Donc voilà, un grand merci de votre présence. Et puis, à bientôt, soit en atelier, soit en webinaire, soit en replay. Merci à tous. N'oubliez pas de regarder l'app avec le calendrier et le menu. Merci beaucoup. Merci Merci, bonne beaucoup. soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.